Hello, bienvenue pour cette vidéo qui est un complément au cours d'électronique numérique. Donc c'est le complément numéro 3 et ça parle de la méthode de Huffman. Donc la méthode de Huffman qui est une méthode de synthèse, une méthode systématique permettant la synthèse de systèmes séquentiels. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est la méthode directement expliquée et appliquée sur un exemple. Alors, le point de départ de la méthode de Huffman, c'est une représentation des systèmes séquentiels. De la même manière que pour réaliser un système combinatoire, il fallait une table de vérité qui permet de représenter le système. Là, il faut une représentation exhaustive du comportement du système. Et cette représentation exhaustive du comportement du système, elle se fait grâce à ce qu'on appelle un graphe de fluence. Alors, un graphe de fluence, c'est quoi? Donc, c'est un graphique qui va être constitué d'états et qui va respecter les règles de construction suivantes, donc les 3 règles suivantes. Dans un premier temps, on associe à chaque entrée-sortie, à chaque état, une combinaison d'entrée-sortie. Donc, par exemple, si on a un système à 2 entrées A et B et 2 sorties qui pourraient être X et Y, on va dire par exemple que l'état numéro 1, c'est l'état pour lequel les entrées sont à 0, 0 et les sorties sont par exemple à 1, 0. Je prends un exemple qui est tout à fait quelconque. Donc ça, c'est la première règle, la manière dont est constitué les états. La deuxième règle, c'est entre les états, la transition n'est possible que si on a une seule variable d'entrée qui change. Donc là, on parle de variables, c'est les variables d'entrée. C'est pas les sorties, donc une seule variable d'entrée qui change. Donc c'est-à-dire par exemple de l'état 1, je pourrais aller éventuellement vers un état 2 où j'aurai la combinaison 0,1 par exemple, et les sorties, qu'importe, ça peut être les mêmes, elles peuvent changer, peu importe. Et donc là, je pourrais avoir une transition de l'état 1 vers l'état 2. En revanche, je pourrais aussi avoir une transition de l'état 1 vers un état 3. Voilà, les sorties, encore une fois, peu importe, avec la variable A qui change, donc ça c'est possible. En revanche, je n'aurai pas le droit, par exemple, d'avoir une transition directement de l'état 2 vers l'état 3, parce que là, vous avez les deux entrées qui changent en même temps. Et la troisième règle, c'est que deux états peuvent être complètement similaires, c'est-à-dire avoir les mêmes entrées et les mêmes sorties, mais avoir un rôle d'un point de vue logique différent. Donc soyez pas choqués si vous construisez un graphe de fluence et qu'à un moment vous arrivez à la conclusion que les deux états sont similaires. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le même état. Donc là par exemple, je pourrais très bien, à partir de cet état 2, si B repasse à 0, je pourrais très bien revenir dans cet état-là, dans ce cas-là j'aurai une double flèche, mais je pourrais très bien aller aussi à la place vers un autre état qui aurait aussi comme combinaison d'entrée 0, 0, qui aurait aussi éventuellement comme combinaison de sortie 1, 0, mais qui serait d'un point de vue logique différent. Et pourquoi il serait différent d'un point de vue logique? Parce que par exemple, depuis cet état-là, si je rappuie sur B, voilà, je pourrais aller dans un état où par exemple mes sorties seraient différentes de l'état 2. Donc ce 4, qui est le même que l'état 1, il n'a pas la même transition quand B passe à 1, donc c'est des états différents. Du coup, quand on a un système à n variables, n entrées, notre graphe de fluence, il est complet quand on a exactement n flèches sortantes pour chaque état. C'est assez logique, parce que si vous réfléchissez, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'une transition, c'était un changement sur une des entrées. Si vous avez n entrées, vous avez n transitions possibles à partir d'un état, donc n flèches à partir d'un état. Et c'est pareil pour les flèches entrantes, parce que ce qui permet d'arriver dans un état, c'est quand une des entrées a changé, une seule des entrées a changé. Donc on a au plus n flèches entrantes. Je dis au plus, parce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir pile n flèches entrantes sur un état. Et puis, les graphes d'état, certains graphes d'état peuvent être incomplets. Donc ça, c'est si par exemple on a une restriction sur le cahier des charges, on peut avoir des graphes d'état qui sont incomplets. Par exemple, on va dire la combinaison 1, 1 ici n'existe pas. C'est le cas par exemple sur une mémoire RS. Si vous faites le graphe d'état d'une mémoire RS, ensuite vous allez avoir des combinaisons qui ne peuvent pas exister parce qu'on sait que une mémoire RS, on ne peut pas activer en même temps le R et le S, donc c'est une combinaison impossible. Et comme elle est rendue impossible par le cahier des charges, on ne va pas la retrouver dans le graphe d'état, le graphe de fluence.
Alors, on va tout de suite le faire sur un exemple, ça va être beaucoup plus clair. Donc, on considère un système à deux entrées A et B, deux sorties X et Y. Et on va dire que si A égale B égale 0, X est égal à Y égale 0. Ensuite, si A ou B passe à 1, X reste à 0, mais Y passe à 1. Si les deux sont à 1, les deux sorties sont à 1. Et depuis cet état-là, si A ou B repasse à 0, ben Y repasse à 0, mais X reste à 1. Donc deux questions qu'on va se poser avant même d'envisager la synthèse de ce système. 1. Est-il séquentiel? 2. Quel est son graphe d'influence? Pour répondre à la première question, c'est assez simple. Un système est séquentiel à partir du moment où on peut trouver une combinaison d'entrées pour lequel on a potentiellement des sorties différentes. Et ça, on va pouvoir le trouver assez facilement. Ici, par exemple, on a un cas de figure, on peut imaginer un cas de figure où A vaut 1, où B vaut 0. Et ça implique, on est donc dans ce cas-là, et donc ça implique que Y et X est égal à 0, et Y est égal à 1. Si on prend cette condition-là, on peut se retrouver dans une même situation où A vaut 1, où B vaut 0, sauf que là, X vaut 1 et Y vaut 0. Donc on a bien deux combinaisons d'entrées similaires qui produisent des sorties différentes, donc oui, le système est séquentiel. Quel est son graphe de fluence? Eh ben, son graphe de fluence, on va le construire pas à pas en commençant par un état. Donc par exemple, on va choisir celui-ci comme état initial. C'est pas obligatoire, c'est pas parce que c'est là, c'est parce que c'est le premier et que vu que tout est à 0, ça suggère bien que ce soit un état initial, mais c'est pas obligatoire, vous pouvez partir de n'importe quel état, vous arrivez à construire le même graphe. Toujours est-il qu'on va partir de l'état 1 ici, où tout est à 0. Voilà, et ensuite, à partir de l'état 1, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire globalement à partir de l'état 1, c'est deux transitions. Soit une transition vers, je vais décaler un peu, soit une transition vers l'état 2 où A évolue, soit une transition vers l'état 3 où c'est B qui évolue. Que ce soit A qui évolue ou B qui évolue, je me retrouve dans une condition portée par la deuxième ligne, à savoir que X vaut 0 et Y vaut 1. Donc à partir de l'état 1, j'ai deux transitions possibles et donc deux états possibles. Donc une transition ici et une transition ici. Ensuite, quand je regarde depuis l'état 2, j'ai de nouveau, donc cet état-là, il a ces deux transitions, on va dire qu'il est OK. Quand je regarde depuis l'état 2, j'ai de nouveau deux transitions possibles. Soit A qui revient à 0, et dans ce cas, je me retrouve dans l'état initial. Soit B qui passe aussi à 0, et dans ce cas-là, j'arrive dans un nouvel état où j'ai 1, 1. Et quand j'ai 1, 1, d'après cette condition, ça veut dire que mon X vaut 1 et mon Y vaut 1. Et donc, je suis là. Et donc, de 2, je peux aller vers 4. J'ai fini avec mon état 2, je fais la même chose vers l'état 3. Vous voyez que c'est assez symétrique, hein, donc assez logiquement, on va avoir le changement sur B qui va nous ramener là, et le changement sur A qui va nous amener dans cet état 4. Depuis l'état 4, deux transitions possibles, soit A qui repasse à 0, soit B qui repasse à 0, ça va être notre état 5, soit A qui repasse à 0, ça va être notre état 6. Dans les deux cas, je suis sur la quatrième ligne ici, donc ça veut dire que le X reste à 1 et que le Y passe à 0. Hop. C'est mes états que je vais appeler 5 et 6. Voilà, donc de l'état 4, je peux aller vers l'état 5 ou vers l'état 6. Voilà. De l'état 5, soit je reviens en 1, 1, je me retrouve de nouveau dans l'état 4, soit je vais en 0, 0. Et donc je reviens dans l'état initial qui est là. Et puis de l'état 6, même chose, soit vers l'état 4, soit je remonte vers cet état-là. Pardon. Ok, donc voilà. Voilà pour mon graphe de fluence. Une fois que j'ai le graphe de fluence, je peux maintenant appliquer la méthode de Huffman. Donc la méthode de Huffman, c'est une méthode systématique qui permet de faire trois choses. Dans un premier temps, de déterminer le nombre de variables internes nécessaires au codage du système. Dans un second temps, de déterminer les équations des variables internes.
L'équation logique des variables internes en fonction des entrées et de leur valeur actuelle, et les équations des variables de sortie. Pour ça, 5 étapes. La première, c'est la traduction du graphe de fluence sous la forme d'une matrice des phases. Ensuite, il y a une phase de réduction pour essayer de réduire le nombre d'états, ou en tout cas réduire le nombre de variables internes nécessaires. Une fois qu'on a réduit, on a le codage des états, et puis on finit avec la matrice d'excitation, qui est en fait un tableau de Carnot pour trouver les équations des variables internes, et la matrice de sortie, qui est un tableau de Carnot pour trouver les équations de sortie. On va le détailler dans l'exemple. Donc ça, c'est le graphe de fluence que je vous ai fait tout à l'heure, hein. C'est exactement le même. Voilà. Sauf qu'il est plus joli ici. Et de ce graphe de fluence, on peut construire une matrice des phases. Alors la matrice des phases, elle est constituée comment? Elle est constituée par, ici, un certain nombre de colonnes. Les 4 premières colonnes, dans notre cas, ça va être les combinaisons d'entrées. Parce que j'ai 2 entrées, donc 4 colonnes. Si j'avais 3 entrées, il y en aurait 8. Et les 2 dernières colonnes, ça va être les valeurs des sorties. Pour les combinaisons d'entrées, il y en a 4. Donc on va les compléter. On peut les compléter en code Gray, parce que comme on va devoir faire des tableaux de Carnot derrière avec ça, c'est pratique de les avoir en code Gray. Et puis les sorties X et Y. Comment est-ce que je remplis cette matrice des phases? Je vais procéder état par état. Et pour chaque état, je vais inscrire le numéro de l'état sous la combinaison d'entrée qui lui correspond. Donc en gros, pour quelle combinaison d'entrée est-ce que l'état 1 est stable? Donc ici, dans mon cas, l'état 1 est stable quand je suis là. Voilà. Et ensuite, je vais écrire aussi dans ce tableau les transitions. Les transitions qui vont être pour quelle combinaison d'entrée en fait je passe dans un autre état. Donc pour l'état 1, j'ai une transition vers l'état 2 quand A vaut 1. Donc ici, j'ai une transition vers l'état 2. Et ici, j'ai une transition vers l'état numéro 3. Et je vais faire ça pour toutes les lignes. Donc pour l'état 2, il est stable ici, en 1, 0. Il peut revenir à l'état 1 en 0, 0. Et il peut aller vers l'état 4 en 1, 1. Ce que vous allez retrouver en fait dans ces graphes, c'est que globalement, un chiffre normalement n'apparaît que sous une seule et unique colonne, parce qu'à un état est associé une combinaison d'entrées. Donc si vous avez le même chiffre qui apparaît sous 2 colonnes différentes, c'est que vous avez potentiellement une erreur. Donc je continue de l'état 3, je peux aller soit vers l'état 1, soit vers l'état 4. Voilà. De l'état 4, qui est donc stable en 1,1, je peux aller soit en 1,0 vers l'état 5, soit en 0,1 vers l'état 6. Là, vous voyez que pour une même colonne, j'ai 2 chiffres différents. Donc, je répète bien ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un chiffre ne pouvait appartenir qu'à une seule colonne, mais ça ne veut pas dire que toutes les valeurs de cette colonne correspondent au même chiffre. Et au contraire, il vaut mieux que toutes les valeurs d'une colonne ne correspondent pas au même chiffre. Sinon, ça voudrait dire que pour une combinaison d'entrées, je suis toujours dans le même état. Et si pour une combinaison d'entrées, je suis toujours dans le même état, ça veut dire que mon système il n'est pas séquentiel. Enfin, si pour toutes les combinaisons d'entrées, je suis dans un état donné, et je ne peux pas avoir 2 états possibles, ça veut dire que mon système n'est pas séquentiel. Donc, c'est pas besoin de faire tout ça. J'ai raté un truc dès le départ. Je suis en train de construire un système séquentiel alors que mon système est combinatoire. Donc, c'est bien d'avoir au moins une colonne pour laquelle vous avez une différence. Mais on a 2 colonnes sur lesquelles on a une différence. Ici et ici, donc ça justifie une fois de plus que c'est un système séquentiel. Allez, je finis de compléter le tableau. De l'état 5, je peux aller vers l'état 4 et vers l'état 1. Et puis de l'état 6, je peux aller vers l'état 1 ou de nouveau également vers l'état 4. Ici, je vais reporter mes combinaisons de sorties correspondant à chaque état stable. Donc dans l'état 1, les 2 sorties sont à 0. Dans l'état 2 et dans l'état 3, on est à 0,1. Dans l'état 4, on est à 1,1. Et puis dans l'état 5 et dans l'état 6, on est à 1,0. Et voilà pour ma matrice des phases. La deuxième étape maintenant, c'est la réduction de la matrice des phases. Donc pour réduire la matrice des phases, première chose, je vais me concentrer uniquement sur ces 4 valeurs, sur ces 4 colonnes-là. Donc j'oublie la colonne d'état, j'oublie les sorties, je me concentre uniquement sur ces colonnes-là. Et je regarde si par hasard je ne peux pas essayer de les regrouper. Pourquoi les regrouper? Parce que là globalement, ce que me dit ce tableau là, c'est que c'est un système à 6 états.
Et que donc, si c'est un système à 6 états, potentiellement, je dois pouvoir coder pour 6 états différents, et donc il va me falloir 3 variables internes. Ici, c'est 3 variables internes. 3 variables internes pour coder les chiffres entre 1 et 6. Si j'arrive à regrouper des lignes, c'est-à-dire que si je suis capable de prendre 2 états et de leur mettre en fait le même code, de leur attribuer le même code sans que cela vienne perturber le fonctionnement du système, et je réduis fatalement mon nombre de variables internes. Et si je réduis déjà mon nombre d'états à côté, et donc, de fait, je réduis mon nombre de variables internes. Donc c'est ce que je vais tenter de faire. Donc je vais me contenter d'un tableau avec uniquement maintenant les combinaisons d'entrée. En code grey toujours, c'est plus simple. 1, 1, 1, 0. Et je commence. Donc pour ça, je vais prendre l'état 1 par exemple, et je vais regarder avec quelle ligne cet état est compatible. Pour que l'état 1 soit compatible avec une ligne, pour qu'une ligne soit compatible avec une autre de manière générale, il faut que sous la colonne, vous ayez exactement les mêmes nombres. Donc là, par exemple, cette ligne-là, si je la compare avec cette ligne-là, vous voyez que les deux ici sont compatibles. Puisque j'ai un 1 dans les deux colonnes, là j'ai un 3 et j'ai rien, donc c'est bon. Là j'ai 4 et j'ai rien, donc c'est bon. Là j'ai 2 et 2, donc c'est bon. La 1 est aussi compatible avec la 3. 1, 1, 3, 3, 4, 4. C'est bon. Elle est pas compatible avec la 4 à cause du 6 et du 3, ni avec la 5 à cause du 5 et du 2, ni avec la 6 à cause du 6 qui est là aussi. Donc globalement la 1 est compatible avec la 2 et la 3, et la 2 et la 3, si vous regardez, elles sont compatibles entre elles, donc ça veut dire que je vais pouvoir regrouper ces trois lignes en une seule. Et donc quand je regroupe ces trois lignes en une seule, ici j'ai l'état 1 qui apparaît une fois comme stable, donc je l'entoure. Ici j'ai l'état 3 qui apparaît une fois comme stable, donc je l'entoure. Là j'ai l'état 4 qui est jamais stable, donc je l'entoure pas. Et là j'ai l'état 2 qui apparaît comme stable, donc je l'entoure. Et ensuite je vais faire pareil pour les lignes suivantes. Donc je vais prendre la ligne 4, je vais regarder avec laquelle elle est compatible. Elle est compatible avec la 5, elle est compatible avec la 6. Et par chance, la 5 et la 6 sont aussi compatibles entre elles. Donc tout ça, je peux les regrouper en une deuxième ligne, où je vais avoir un 1 qui est jamais stable, un 6 ici qui est stable, un 4 ici qui est stable, et un 5 ici qui est stable aussi. Et ce que je vais vous montrer, c'est que en fait, cette représentation sous forme de matrice réduite, elle ne compromet pas, enfin, on n'a perdu aucune information en ayant fait ça. Alors je vais vous le montrer sur un exemple, puis ça permettra aussi de voir qu'il y a une équivalence totale entre la matrice des phases et ce graphe-là. En fait, ce graphe-là, vous pouvez intégralement le retrouver dans la matrice des phases. Alors par exemple, je vais prendre un cas de figure, un cas d'école. Je suis en 0, 0, donc je suis là. D'un seul coup, mon A passe à 1, j'arrive là. D'un seul coup, mon B passe à 1, j'arrive là. D'un seul coup, mon A repasse à 0, j'arrive là. Et puis, mes deux valeurs repassent à 0 et je remonte là-haut. Donc voilà un chemin, par exemple, un cas d'utilisation de mon système. Et bien, je vais vous montrer qu'on va le retrouver également dans la matrice des phases. Je pars de l'état 1 qui est stable. D'un seul coup, j'ai dit A passe à 1. Donc si A passe à 1, je suis là. Je vais mettre un peu de couleur, ce sera plus facile à suivre. A passe à 1, qu'est-ce qui se passe? Je vais aller ici, parce que A est passé à 1. Ok, mon entrée a changé. Et ici, ça me dit quoi? Ça me dit que maintenant, je dois aller vers l'état 2. Donc je vais vers l'état 2. Donc je suis là-dedans. Ensuite, je dis que B passe à 1. Si B passe à 1, hop, je change de colonne, je vais dans cette colonne-là. En allant dans cette colonne-là, ça me dit que je dois aller vers l'état 4. Donc je change de ligne pour aller vers l'état 4. Ensuite, ici, j'ai dit A passe à 0. Donc si A passe à 0, ça veut dire que je vais aller dans cette colonne-là. Depuis cette colonne-là, le tableau me dit, OK, va dans l'état 6. Voilà. Et puis après, je dis que le B repasse à 0 aussi. Donc je reviens dans cet état-là. Je change de colonne de nouveau. Et ça me dit que je dois remonter dans l'état 1. Voilà, donc vous voyez, hein, tous les chemins que je peux parcourir dans le graphe de fluence, eh bien, je vais le retrouver dans la matrice des phases. Et ce qui est cool, c'est que ces chemins-là, je vais aussi les retrouver dans la matrice des phases réduites.
Malgré le fait qu'il y ait eu réduction, malgré le fait qu'il semble y avoir perte d'information, et bien en fait, il n'y a pas du tout de perte d'information. Vous allez voir que je peux faire exactement la même chose. Hop, et hop. Alors c'est parti, je pars de l'état 1 qui est là. D'un seul coup, mon A passe à 1, je change de colonne, j'arrive là, mais c'est un état stable, donc je ne change pas de ligne, je reste sur cette ligne-là. Puis mon B passe à 1, je change de colonne, j'arrive là, j'arrive sur un état de transition qui me renvoie sur la ligne du dessous. Ensuite, le A passe à 0, j'arrive là, c'est un état stable, donc je ne bouge pas. Et ensuite, je rechange de colonne. Quand le B repasse à 0, je rechange de colonne. Ça m'amène là. C'est un état de transition. Je retourne ici. Donc, je vais retrouver, en fait, dans cette matrice des phases réduites, les mêmes chemins que j'ai dans la matrice des phases normales. Alors ensuite, cette matrice de phase réduite, elle a l'avantage de pouvoir déterminer le nombre de variables internes. Et là, vous voyez que je suis passé de 6 lignes, donc potentiellement 6 codes différents à devoir générer à 2 lignes. Donc je suis passé de 3 variables internes à une seule variable interne. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Alors je vais l'appeler Z, cette variable interne, par choix. Et ensuite, la deuxième chose qu'il faut faire, c'est le codage des états. Une fois que j'ai fait ça, je choisis quels états je vais coder avec Z égale 0 et quels états je vais coder avec Z égale 1. Alors, on va faire ce qu'il y a de plus logique. On va coder les premières lignes avec Z égale 0 et les suivantes avec Z égale 1. Mais là, encore une fois, c'est purement un choix que vous devez faire. C'est un choix arbitraire que vous devez faire. J'ai choisi de faire celui-là. Une fois que j'ai construit la matrice des phases, je peux construire la matrice d'excitation. Alors, la matrice d'excitation, elle va me donner Z. On l'avait appelé dans le cours T plus dt. Donc, la future valeur de Z, qu'on appellera également Z étoile. Comme ça, ce sera plus facile à noter. En fonction de A et B, qui sont mes entrées, et de la valeur actuelle de Z. On va l'appeler Z de T. Et Z de T, on va l'appeler Z. Voilà. Donc en fait, c'est une fonction combinatoire que je cherche maintenant. Donc cette fonction combinatoire, elle dépend de A, de B et de Z. Voilà. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici 0 et ici 1. Comment est-ce que je vais remplir ce tableau de Carnot? Eh bien, je vais tout simplement me référer à cette matrice des phases réduites, en sachant que si je suis dans le cas d'un état stable, ma variable interne ne va pas changer. Si je suis dans le cas d'un état de transition, ma variable interne va devoir évoluer de sorte à ce que je puisse changer de ligne et atteindre la ligne dans laquelle l'état est stable. Donc le 1, le 2 et le 3 là vont être traités de la même manière. Je suis dans cette ligne-là, ça veut dire que mon Z vaut 0. Je suis dans des états stables, ça veut dire que mon Z ne doit pas changer. Donc, sur ces 3 combinaisons d'entrées-là, la future valeur de Z, ça va être forcément 0. Concernant l'état 4, c'est un état de transition, ça veut dire que quand je suis arrivé dans cette case-là, en réalité, j'aimerais passer dans la case du dessous. Et pour passer dans la case du dessous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire passer Z de 0 à 1. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire simplement que Z étoile, la future valeur de Z, est égale à 1 quand je suis dans cette case-là. Je traite la deuxième ligne exactement comme la première. Donc les états stables, ma variable interne va plutôt avoir tendance à rester à son ancienne valeur et donc à rester à 1. L'état de transition qui est là devant, ça va me renvoyer sur la première ligne. Et pour me renvoyer sur la première ligne, il faut faire repasser le Z à 0. Donc là, les futures valeurs des variables internes, c'est 1, 1, 1. Là, en revanche, c'est 0. Tableau de Carnot, il n'y a plus qu'à le résoudre. On voit ici qu'on peut former 3 groupes. C'est pas fifou comme tableau de Carnot, parce qu'on ne peut pas trop regrouper plus que ça, mais donc on peut former quand même ici 3 groupes qui vont conduire à l'équation Z étoile est égal à AB, qui est le groupe vertical, où Z et A, ou Z et B. On peut factoriser au final en AB, ou Z et A ou B.
Voilà. Donc voilà pour la matrice d'excitation, donc qui me donne ce Z étoile en fonction de A et B. Dernière étape, avant de passer à la réalisation pratique, eh bien, je vais coder ma matrice des sorties. Alors avant ça, juste pour encore une dernière fois, je refais mon parcours type que j'ai fait tout à l'heure. Et vous allez voir que ce parcours type, je vais le retrouver également dans la matrice d'excitation. Comme ça, ça prouve que tout ça, ça marche bien et c'est équivalent. Alors je vais le retrouver. Je suis dans cet état-là, au départ. Le B, le A passe à 0. Je traverse pour arriver dans cette case-là. Ça me dit que le Z reste à 0, donc je ne bouge pas. Ensuite, le A passe à 1. Le B passe à 1, j'arrive dans cet état-là. Là, ça me dit que le Z doit passer à 1. Donc forcément, je vais me retrouver dans cette ligne-là. Voilà. Ensuite, quand le A va repasser à 0, je vais changer ici, je vais arriver là. Ça me dit que le Z doit rester à 1, donc je reste dans cette ligne-là. Et puis quand j'arrive à 0, 0, j'arrive dans cette colonne-là qui me dit que le Z doit passer à 0. Et donc ça me fait remonter ici. Et donc j'ai le même parcours, exactement les mêmes flèches et le même parcours que ce que j'avais dans la matrice des phases réduites. Donc j'ai bien, en quelque sorte, codé ma future valeur de variable interne, de sorte à ce qu'elle effectue le bon parcours, de sorte qu'elle soit compatible avec tous les parcours que je peux faire dans ma matrice, dans mon graphe de fluence. Je termine avec la matrice des sorties. Donc les sorties, on a dit, elles dépendent de A, de B et de la variable interne, Z. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Ici, 0 et 1. Et on y va. Donc, comment je remplis ma matrice des sorties? Il faut que je me réfère. Alors, je peux me référer directement à mon graphe de fluence ou alors je peux me référer à ma matrice des phases complète qui est là, où j'avais encore les sorties, peu importe. Ce que je peux dire, c'est que quand je me retrouve dans des états stables, les sorties vont prendre les valeurs qu'elles ont dans l'état en question. Donc, par exemple, je sais que ici, j'ai l'état stable 1. Je reprends vite fait. Ici, j'ai l'état stable 1. Là, j'ai l'état stable 3. Là, j'ai l'état stable 2. Et là, j'ai l'état stable 6, 4 et 5. Alors, je peux remplir en parallèle la matrice de sortie pour X et la matrice de sortie pour Y. Ça ne va pas prendre beaucoup plus de complexité. Donc, je peux le faire en parallèle. Et donc, je vais simplement lire ce qu'il y a marqué ici. Quand je suis dans l'état 1, x vaut 0, y vaut 0. Donc ici, c'est l'état 1, x vaut 0, y vaut 0. Quand je suis dans l'état 2, x vaut 0, y vaut 1. Dans l'état 3, c'est pareil. Quand je suis dans l'état 4, x vaut 1, y vaut 1. Quand je suis dans l'état 5, ou dans l'état 6, d'ailleurs, x vaut 1, y vaut 0. Donc là, j'ai 1. Et là, j'ai des 0. Voilà. Et voilà, donc ça c'est pour les états stables. Donc j'ai mis mes matrices de sortie dans les états stables. Et maintenant, la question c'est qu'est-ce que je mets dans les états de transition? Et la réponse à qu'est-ce que je mets dans les états de transition, c'est ça dépend. Ça dépend de ce que je veux. Parce que dans un état de transition, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'état de transition, par définition, il est transitoire. Donc ça veut dire que la valeur que vous allez afficher dans cet état de transition, elle va vraiment être provisoire. Et quand je fais la transition qui m'amène par exemple de l'état 2 vers l'état 4, en fait, quand je vais de l'état 2 vers l'état 4, il faut que mon x passe à 1. D'accord ? Mais est-ce qu'il doit passer à 1 dès que le b est passé à 1 ou est-ce qu'il doit passer à 1 dès que je suis arrivé dans l'état 4 ? C'est deux manières de voir les choses, c'est-à-dire que soit je décide que mon entrée, elle va évoluer en même temps que je change d'état et que je vais vers l'état 4, soit je vais décider que mon entrée, que ma sortie, elle évolue au moment où j'arrive dans l'état 4. Donc c'est l'arrivée dans l'état 4 qui va déclencher le changement sur la sortie. Et ça drive la manière dont je vais terminer de remplir ce tableau. Parce que si je veux que mon B il change, que ma sortie change dès que le B change, donc que le changement se fasse en parallèle du changement d'état
je vais plutôt avoir tendance à mettre ici, là c'est l'état de transition 4, hein, je vais plutôt avoir tendance à mettre ici la valeur de la sortie quand je suis déjà dans l'état 4, et donc anticiper le changement, et là j'aurai un 0. Mais si je tolère que le changement se produit uniquement quand j'arrive dans l'état 4, donc c'est l'arrivée dans l'état 4 qui va induire le changement, et bien il suffirait de mettre un 1, et puis là je peux mettre un 0. Voilà. Donc ça je peux le faire sur X. Alors c'est un choix, là je vais faire le choix de dire que c'est le changement d'état qui va induire le changement sur la sortie, parce que du coup c'est plus simple, ma sortie est directement égale à Z. En réalité, vous allez voir quand on va construire que les deux sont équivalents, parce que dans l'autre cas, on aurait eu un 1 là et un 0 là, on aurait eu la même matrice que ça, et on aurait eu la conclusion que X valait la même chose que le futur état de Z. Voilà. Et comme Z et son futur état sont évidemment reliés par la boucle de rétroaction, ça revient strictement au même. Ici, je peux faire la même, donc je peux dire, donc là c'est un choix hein, pour Y. Je peux dire qu'il fait sa transition tout de suite, ou je peux dire qu'il fait sa transition au moment du changement d'état. Alors si on veut être un tout petit peu cohérent, il faut prendre la même décision pour X et pour Y. Donc ça veut dire que ici, je vais vers l'état 4, mais je ne suis pas encore dans l'état 4. Je suis dans l'état 3 ou dans l'état 2, donc mon Y doit valoir 1, forcément. Et puis quand j'arrive ici, j'arrive vers une transition de l'état 1, donc c'est forcément depuis l'état 5 ou depuis l'état 6. Et si c'est depuis l'état 5 ou depuis l'état 6, ici ça veut dire que mon Y qui vaut 0. Et donc j'ai le même genre de tableau de résultat que ça, sauf que j'ai du Z bar à la place. Donc je vous donne directement le résultat, vous pouvez le recalculer si vous voulez. C'est A et B ou Z bar A ou B. C'est le même que là, sauf que là on a Z bar et là on avait Z. Et donc pour finir, j'ai plus qu'à réaliser le schéma. Donc je vous remets ici les équations. Donc j'ai ma variable interne, future valeur de variable interne qui vaut AB ou Z, A ou B. Future valeur de X qui est égale à Z. Future valeur de Y qui est égale à AB ou Z bar A ou B. C'est parti. J'ai mon entrée A, j'ai mon entrée B. J'ai besoin de fabriquer un A et B. Hop, porte E, je fabrique A et B. J'ai besoin de fabriquer un A ou B. Hop, hop, porte OU. Voilà. Ici, j'ai besoin de calculer Z et A ou B. Donc, il faut que je prenne un E entre le Z. Pour le moment, je ne sais pas encore ce que c'est ce Z, hein, mais voilà, je vais le mettre là. Il faut aussi que je fasse le calcul Z bar et A ou B. Donc là, je vais prendre A ou B de nouveau. Hop. Alors, plein milieu. Tac. Je vais prendre un Z bar, donc je vais inverser le Z. Hop, j'arrive là. Tac et tac. Ensuite, eh ben, je vais faire, donc j'ai fait mon Z et A ou B, mon Z bar et A ou B, donc il faut que je regroupe A ou B et A et B et Z et A ou B, donc ça c'est ces deux là. Il faut que je les regroupe dans un OU. Ça me donne Z étoile. Voilà. Ensuite, le A et B et celui-là, il faut que je les regroupe aussi dans un OU. Ça va me faire mon Y. Et voilà. Et mon X, en fait, mon X va être connecté à Z. Mais l'autre truc que je dois connecter, c'est la boucle de contre-réaction. Donc la future valeur de Z. Qu'est-ce que j'en fais? Je la réintroduis à l'entrée. Donc c'est elle qui forme cette boucle de réaction. Et c'est là où vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure. Je vous ai dit normalement le X est égal à Z, donc il faut le connecter ici. Mais du coup ça reviendrait au même que de le connecter ici. Et donc le X, on va simplement le connecter à cette boucle de contre-réaction.
Et voilà le travail, on a le circuit pratique qui correspond à qui a été synthétisé par la méthode de Huffman. Alors comme on aime bien se prouver qu'on a bien travaillé, ben, on va faire la simulation. Donc je relance Circuitverse, qui est le logiciel utilisé donc, pour la simulation de circuits numériques. J'aurais dû le faire avant, ça m'a fait gagner un peu de temps. Et on va essayer de redessiner ce schéma et de voir ce qui se passe et de voir si ça marche ou pas. Donc ça prend un tout petit peu de temps de lancer le logiciel. Alors là, pour le coup, on dirait même qu'il a planté. Allez, try again. Sinon, j'essaye avec Edge. Je me connecte. Alors, c'est parti. Donc, j'ai A et B qui sont mes deux inputs. Donc, je vais les placer en tant qu'input ici et ici, par exemple. Ensuite, j'ai dit il me faut une porte AND. Il me faut une porte OR. Il me faut ensuite deux portes AND. Il me faut une porte NOT. Et il me faut deux portes OU, ici et ici. Et il me faut deux outputs, donc deux LED, une pour le X et une pour le Y. Celle pour le Y, je vais la faire en bleu. Celle pour le X, je vais la faire en rouge. Voilà. Et on relie. Donc la AND, c'est A AND B. Facile. Voilà, A AND B. La OR, c'est A OR B. Donc la OR, elle calcule A OR B. Elle va calculer... ça c'est mon Z. Donc elle calcule... c'est celle-ci, donc elle calcule Z et A ou B. Elle doit calculer Z et A ou B le tout bar. Donc j'ai l'inverseur qui est là, et ça c'est A ou B. Ça c'est l'inverseur qui est là. Ensuite, cette porte OU, elle calcule AB et Z ou A ou B. Donc c'est celle-ci et celle-là. La deuxième porte OU, elle prend aussi AB et elle prend la sortie ici. C'est celle-là et on a dit, elle prend aussi AB, qui est là. Ça constitue ça constitue mon Y. Ça constitue mon X. Et ça, c'est aussi le rebouclage de la variable interne. Donc le rebouclage, je vais le faire par là-haut. Voilà, la variable interne qui se reboucle comme ça. Et voilà le travail. Et je peux faire mes tests. Donc je pars de 0, 0. Vous voyez que les deux lettres se mettent à 0. Si j'active B ou si j'active A, ça active à chaque fois le Z, mais pas le X. Si j'ai déjà activé A et que j'active B derrière, bam, j'allume mes deux LED. Tiens, celle-là, elle n'est pas devenue blue. Ça peut marcher. Ah voilà, ça y est, elle est devenue blue. C'est le bleu, c'est le Y. Hein. Donc ça, c'est quand j'ai activé A. Ensuite, là, une fois que je suis dans cet état-là, ben, je peux désactiver A. Vous voyez que c'est le Y qui change uniquement, mais le X se maintient. Et puis, si je les passe tous les deux à 0, et ben, les deux LED s'éteignent. Tout simplement. Donc, si je fais le cycle que je fais d'habitude, j'active A, Z s'allume. Hein, on revient. J'active A, Z s'allume. Pardon, Y s'allume. J'active B, les deux s'allument. Je désactive A, X reste allumé, Y est éteint. Et je désactive les deux sont éteintes. Voilà donc pour cette vidéo explicative sur la méthode de Huffman. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé à mieux comprendre les systèmes séquentiels. Donc encore une fois, ce que je vous avais dit en cours, je répète ce que j'avais dit en cours,
Cette méthode, je ne l'ai pas mis directement dans le cours parce que c'est une méthode qui est finalement très très peu utilisée. Par contre, je trouvais qu'elle méritait cette petite vidéo de complément parce que elle permet vraiment de comprendre finement comment fonctionne un système séquentiel. Donc voilà, donc pour moi ça justifie quand même que vous puissiez au moins le voir et le comprendre si vous le souhaitez. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à bientôt.